Ensuite, pardon, je vous propose que l'on se présente toutes les deux. Cécile, je te laisse la parole. Merci Marie. Moi c'est Cécile Danico, je suis coach et consultante en égalité professionnelle, mais également sur les sujets de diversité et inclusion en entreprise. Et je suis également animatrice de la fresque du sexisme et de la fresque de la diversité. Et j'ai le plaisir aujourd'hui avec Marie. Oui, bonjour. Je suis Marie Pirot, consultante formatrice et facilitatrice sur les questions d'égalité femmes-hommes sur les questions de transition environnementale et sociétale. Mon idée étant d'accompagner les individus et les organisations dans la transformation sur ces sujets. Et Euh, ce qu'on vous propose là rapidement, si vous souhaitez, c'est vous aussi présenter dans le chat de nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fait venir dans notre webinaire rapidement, on apprenne aussi à vous connaître. Une petite idée. N'hésitez pas à mettre vos messages dans le chat si vous le souhaitez. Je propose qu'on pose notre cadre d'intervention. Voilà. Euh, on aborde le sujet du sexisme au travail aujourd'hui et c'est des sujets qui nous touchent les uns, les unes et les autres de manière différente ça nous semble important de poser un cadre de liberté de la manière dont la parole va s'exprimer et le partage des infos et éventuellement de ce que vous aurez à dire. Donc, on va faire un déroulé. D'abord, nous, on va vous présenter différents aspects et on va garder un espace d'échange à la fin. À ce moment-là, on vous invite à parler en son jeu, c'est-à-dire utiliser le je plutôt que le qui est plutôt en général qui peut être contestable et assez déresponsabilisant. Donc, parler en son jeu, c'est avoir aussi une parole authentique et incarnée. Euh, on vous invite aussi dans ce moment d'échange qu'on souhaite mettre en place à la fin de la présentation, c'est d'être plutôt dans une approche pour et pas contre, que de dire oui, mais on pourrait se dire et si, et d'accepter que nous n'avons pas tous les mêmes vécus, mêmes points de vue, pardon, ainsi on peut imaginer faire avancer euh, les transformations et les choses sur les sujets qu'on va évoquer, et également, sur tout le temps, aussi, se rappeler qu'une écoute active, curieuse et bienveillante est toujours bienvenue dans l'idée de s'intéresser d'être de s'intéresser à ce que disent les autres et aussi être en accord avec soi-même. Et donc, on rajoute la suspension du jugement sur les sujets du sexisme. On a remarqué avec Cécile que souvent des questions n'osent pas être posées ou alors elles peuvent être jugées. Donc on va vous inviter à se dire que toute question est possible euh, dans un cadre donc de respect et de bienveillance et qu'il n'y a pas de questions bêtes. On répondra tel qu'on le peut aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Pour démarrer et entrer dans le vif du sujet, on vous propose un petit quiz rapide, êtes-vous sexy? C'est pour un peu balayer différentes situations qui peuvent se présenter à vous, à nous. Euh, et je vous vais démarrer avec une petite mise en situation. Donc, la règle du jeu, c'est que moi, je vous présente la situation et les possibilités de répondre. Et je vous invite à les inscrire dans le chat, donc nous répondre A, B ou C. Et on vous présente ensuite la réponse qui nous paraît la moins sexiste. Alors, mon collègue Jean fait une plaisanterie à propos de la poitrine de la nouvelle stagiaire. A, j'éclate de rire, ce type est trop drôle. B, pardon Jean, qu'est-ce que tu as dit là? J'interviens. C, comment ne pas les voir? Qu'est-ce qu'elle s'imagine avec un pull pareil?
Alors, on a des réponses B à l'unanimité pour le moment. Celle-ci était facile. Après, on n'a pas, en effet, on n'a pas de questions pièges. Néanmoins, ça permet d'aborder certaines situations qui sont réalistes. En effet, la réponse B. Je passe à la suivante. Votre collaborateur vous prévient qu'il doit s'absenter car son enfant est malade. Réponse A, c'est noté, tu verras avec le service RH pour les modalités. B, ton congé enfant malade ne peut pas être pris par ta femme. C, c'est super, ça c'est les nouveaux pères, bravo. On attend vos réponses. Alors, de la même manière, nous avons une majorité de réponses A. Alors, eh bien, c'était effectivement ce qu'on attendait dans le sens où tous les commentaires, les autres commentaires avaient un fond de sexisme dans leur manière d'être partagée. Si vous voulez, on reviendra dessus. J'enchaîne avec la prochaine question. Une femme transporte des cartons dans l'espace de travail. Son collègue passe et lui dit: Laisse-moi faire, c'est trop lourd pour toi. A, il est sympa de l'aider. B, il aurait mieux fait de se taire, on ne peut plus rien dire de toute façon en ce moment maintenant. C, il a dû aller un peu vite et a oublié de lui demander si elle voulait de l'aide. Je regarde les réponses. En effet, nous avons privilégié la réponse C, sachant que peut-être que ça partait d'un bon sentiment et qu'il faut le considérer comme sympa, mais cette situation véhicule également des stéréotypes sexistes de type c'est une femme, elle ne peut pas transporter des charges lourdes. Pour finir, une petite question là qui est plus de connaissance, on va dire, sur les chiffres. À votre avis, combien de femmes ont déjà adopté des stratégies de contournement pour éviter les remarques sexistes au travail? 3 femmes sur 10, 6 femmes sur 10, 9 femmes sur 10. Alors, on a une majorité de réponses C. Eh bien, non, ce n'est pas si simple. Quand on parle de stratégie de contournement, c'est bien des manières de faire pour, d'une manière ou d'une autre, éviter que ça arrive. Ça peut être décider d'aller déjeuner tout seul le midi, ça peut être décider de ne pas aller dans des secteurs d'activité où on risque des remarques sexistes. Et aujourd'hui, il y a 6 femmes sur 10 qui déclarent avoir adopté ces stratégies. Voilà. Avec cette petite mise en jambe où on voit que vous étiez plutôt en accord sur les différentes questions de ce quiz, sur les réponses, pardon. On avait envie de partager avec vous euh, 2 chiffres pour terminer l'introduction. Ces chiffres, c'est que 80%, c'est la proportion de femmes qui déclarent vivre régulièrement du sexisme au travail, et ces chiffres sont issus du barème du sexisme 2023 proposé par le Haut Commissariat à l'égalité. Donc, c'est des chiffres français. Et on fait le parallèle aussi avec l'écart de salaire qui est entre les femmes et les hommes qui persiste et qui est de 15,4% en 2023 entre une femme et un homme à poste et compétences équivalents. Et donc, ce dernier chiffre, en fait, il est issu du calcul du site Les Glorieuses, sur lequel vous pourrez aller voir le détail, et qui fait que là, en 2023, c'était le 6 novembre à 11h25 que symboliquement, les femmes arrêtaient de percevoir un salaire, du coup, parce que ça signifiait cet écart de 15,4%. Voilà. Et alors, on met la situation de sexisme vécue au travail par les femmes en lien avec le fait d'avoir des écarts de salaire et on va voir pourquoi au fil de cette présentation. Et pour ce faire, on avait envie de vous proposer plusieurs termes pour s'accorder sur le lexique commun et avoir
des références communes sur le sujet. Euh, donc on parle du sexisme, et quand on parle de sexisme, on parle de situations vécues individuellement, mais également d'un système, et c'est ce qu'on va voir. Euh, donc la définition du sexisme, c'est l'ensemble des stéréotypes et des discriminations basées sur le sexe, conduisant à des propos, et ou des comportements qui dénigrent les femmes, et j'irais même jusqu'à des fonctionnements qui ont également cet impact. Et il repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Et là-dessus, on peut identifier différentes catégories qui nous permettent d'approfondir un peu la connaissance et la compréhension de ce qui se passe, de ce qui se joue. Et effectivement, en fait, là, on voulait mettre en avant plusieurs catégories de sexisme qu'on peut rencontrer notamment sur le lieu de travail. Donc, la plus évidente, c'est le sexisme hostile, donc où les personnes affichent carrément du mépris ou de l'irrespect en fait envers leurs collègues féminines, du type, c'est bien un boulot de femme d'écrire des conneries sur un produit, par exemple, en s'adressant à une chef de produit, par exemple. Ou ça peut aussi se traduire par des considérations sexistes sur la parentalité. Donc, ça peut s'adresser à des hommes comme à des femmes, hein. Donc, comme on l'a vu dans le quiz tout à l'heure, ça peut être oh ben Pierre, tu vas encore chercher tes enfants à l'école. Si tu continues comme ça, tu n'auras jamais ta promotion. Donc, ce qui est important pour nous de dire aussi, c'est que le sexisme, il touche à la fois les hommes et les femmes dans ce genre de réflexion. Ensuite, la deuxième catégorie dont on voulait vous parler, c'est le sexisme ordinaire, donc qui est très intégré et qui peut être aussi insidieux, parce que justement, on l'oublie tellement il est ordinaire. Donc, il peut se traduire notamment par des remarques et des blagues sexistes, donc, qui peuvent être très fréquentes. Du type, là, on a pris l'exemple, bah, appelle pas Olivier pour nous aider à déménager, on a besoin d'un vrai mec. Ou ça peut aussi se traduire par du mansplaining, donc le fait qu'un homme intervienne auprès d'une femme alors qu'elle est elle-même experte d'un sujet et que lui-même essaye de lui expliquer comment ça fonctionne. Donc ça peut être, là on a pris l'exemple, hein. Si il y a eu un bug informatique en fait dans une entreprise, en fait l'acheteur va expliquer et reprendre une informaticienne sur son explication de ce bug technique, alors que c'est bien elle qui a l'expertise. Donc ça, c'était la deuxième catégorie de sexisme. Et enfin, la troisième dont on voulait vous parler, c'est le sexisme bienveillant, qui lui aussi est plus insidieux parce que en fait, il se cache souvent sous des abords de compliments. Donc ça peut être les interpellations familières, salut Miss, ça va ma belle, ma jolie, ou les petits surnoms, ma poule, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi dans l'évocation de la complémentarité des compétences. Par exemple, dire ah bah, c'est vachement bien qu'on ait pris une femme des RH parce qu'en général, les femmes sont plus sensibles. Et ça peut aussi se traduire par de la fausse séduction. Donc, par exemple, un collègue qui s'adresse à sa collègue en disant oh là là, vraiment ta présentation, c'était génial avec ton sourire. Et ça peut aussi venir avec des commentaires sur la tenue vestimentaire, qui souvent est non sollicité en disant oh là là, elle est super bien habillée aujourd'hui. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir en tête que ben, si moi je fais ce genre de réflexion à une personne, est-ce que déjà ça a été sollicité et quel est l'intérêt en fait de faire ça? Parce que dans le milieu professionnel, la tenue n'a pas réellement sa place. En fait, des commentaires sur la tenue et ça peut encore être parfois mal intégré. Alors, on a Ouais. une remarque dans le chat de Christophe qui dit le sexisme bienveillant ressemble beaucoup à du harcèlement pour moi. Et merci Christophe de nous permettre de faire la transition justement vers les notions qui existent dans le Code du travail et dans la loi en général et qui nous permettent justement de définir ce qui relève du harcèlement, de l'agissement sexiste. Et ça, ce sont des bases pour pouvoir ensuite agir, par exemple, dans l'entreprise, pour
agir face à ces situations. Donc, on a pris les deux termes dont on entend le plus souvent parler, que sont l'agissement sexiste et après on parlera du harcèlement sexuel. Donc l'agissement sexiste, c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour objet et ou pour effet, ça veut dire que c'est pas forcément l'intention qui compte, mais c'est l'effet que ça a, de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et sur ce sujet-là, par exemple, je sais pas, moi, un atelier avec des calendriers de femmes nues à vocation, enfin, situation pornographique, pardon, fait partie de la manière de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant. Donc ça peut se traduire de différentes manières. Et donc c'est qualifié dans le Code du travail. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, on est sur le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc on voit qu'il y a une gradation en fait par rapport euh, l'agissement sexiste et le harcèlement sexuel, où on parle de répétition. Et je précise aussi que dans les faits, dans les cas très graves, il n'y a pas besoin d'avoir de répétition pour que ce soit qualifié de harcèlement sexuel. Et tous ces actes sont punis par la loi, avec des actions différentes à mener. Alors, sur ce sujet, on arrive donc sur des questions de violences sexistes et sexuelles. On parle de VSS, vous en avez déjà entendu parler. Et on voulait vous montrer cette pyramide qui permet de bien comprendre combien un environnement, par exemple, de sexisme bienveillant, avec des agissements sexistes, est un terreau pour d'autres actes qui deviennent plus graves, etc. Donc, l'agissement sexiste, on en parlait, c'est l'humour, des discriminations, des préjugés, le mansplaining. Des exemples, on vous en a cité plusieurs. Euh, on arrive dans les cas de harcèlement sexuel quand ça rend possible, en fait. Si rien n'est fait dans une organisation, ça peut aller jusqu'à du harcèlement sexuel, des menaces, des injures, aussi parler de cyberharcèlement. L'agression sexuelle est une autre forme de violence qui est là qualifiée si elle a lieu une fois, par exemple. Ça peut être un baiser forcé, une main aux fesses, des frottements. Donc, on cite quelques exemples. Et jusqu'au crime, les féminicides, les viols. Et en fait, toutes ces situations sont graduées et intriquées à la fois. C'est-à-dire qu'après, ça permet de repérer, par exemple, un agissement sexiste qui pouvait paraître pas grave à la personne qui en était témoin ou à la personne qui en est la cible. En fait, euh, le qualifier permet de mettre des mots et aussi de voir comment agir en face. Cécile, si tu veux préciser des choses là-dessus. Bah, effectivement, ce que tu as plié est important, le fait que c'est vraiment cette base, en fait, qui peut paraître, comme vous l'avez dit, ben, insidieuse et un peu ordinaire, qui est le terreau fertile pour le reste. Donc, c'est vraiment important pour les entreprises d'agir aussi sur cette situation-là, qui permet des agissements sexistes qui peuvent paraître anodins parfois, mais qui laissent place en fait à d'autres choses plus graves à long terme. Et tout ça, ça s'explique aussi par en fait, un système qui se base sur des stéréotypes, des préjugés et des biais. Donc, on va parler donc dans cette partie. Et en fait, on a voulu l'illustrer donc avec la mécanique sexiste. Donc, j'ai mis entre parenthèses sexiste parce que ça peut s'appliquer à toute forme de discrimination, le racisme, l'homophobie, le validisme, etc.
Donc, on vous a pris un exemple. Donc, tout commence par la catégorisation et la hiérarchie des informations en fait qui m'arrivent. Donc, par exemple, si je suis recruteur, je vais identifier en fait les caractéristiques d'une femme sur la candidature que je reçois en fait pour un poste. Et mécaniquement, vont s'appliquer à mon esprit des stéréotypes. Donc, les stéréotypes, ce sont des croyances collectives partagées qui ne sont pas forcément teintées négativement. En fait, elles peuvent être teintées un peu positivement. Donc, par exemple, stéréotype, toutes les femmes aiment s'occuper des enfants. Et en fait, ce stéréotype, quand je vais l'appliquer à une personne, il va donner lieu à des préjugés. Donc, par exemple, je vois cette femme a 2 enfants, donc mon préjugé, ça va être de me dire, elle ne sera pas assez disponible pour ce poste à responsabilité. Et en fait, la personne qui va postuler, elle va elle-même aussi vivre des injonctions, donc qui vont pas être verbalisées, hein, comme on disait, c'est assez silencieux et insidieux. Mais en fait, elle va pouvoir se dire, par exemple, cette femme, bah, si je candidate à ce poste à responsabilité, je vais devoir m'impliquer et travailler 2 fois plus et me montrer plus ferme. Et en fait, la mécanique, elle avance comme ça, elle peut donner lieu à des discriminations. Donc, en tant que recruteur, par rapport aux préjugés et aux stéréotypes qu'on a vus juste auparavant, je vais pouvoir me dire, par exemple, il me faut absolument quelqu'un de 100% disponible et d'investi pour le poste, donc je ne vais pas choisir d'embaucher cette femme. Donc, quand elle reçoit le refus, la personne peut aussi souffrir du syndrome d'imposture et se retrouver limitée dans ses choix et peut se dire, bah, mince, j'ai pas eu le poste parce que j'étais pas compétente. Alors qu'en réalité, on a vu que ça n'a rien à voir avec ses compétences. Et tout ça va alimenter le continuum des violences, donc aussi hein, la pyramide qu'on a vue juste avant. Ça peut être le reste de l'équipe qui dit, bah, par exemple, si c'était pour une équipe qui est 100% masculine, bah, heureusement qu'ils n'ont pas engagé de femmes, ça aurait vraiment changé l'ambiance, ça n'aurait pas été pareil. Et tout ça, en fait, alimente un cercle vicieux euh, qui, la bonne nouvelle, peut être enrayé, et ça, on verra après. Donc, en plus de cette mécanique, s'appliquent des biais. Donc, les biais cognitifs, on peut se dire, bah, c'est pas moi, c'est mon cerveau. En fait, c'est vraiment des raccourcis mentaux qui sont automatiques et qui peuvent influencer notre prise de décision de manière inconsciente. Et enfin, comme on l'a vu, ils peuvent conduire à des jugements erronés, en fait, là, en l'occurrence, sur des compétences et le professionnalisme dont un homme ou une femme peuvent faire preuve en fonction du genre. Et le premier biais, c'est de penser qu'on n'en a aucun, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 250 biais qui ont été recensés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vigilance de tous les instants, en fait, les biais cognitifs, de vraiment en avoir conscience et d'accepter aussi qu'on a pu en avoir pour avancer sur des sujets. On a pris 2 exemples hein, pour illustrer ça. Donc, ça peut être par exemple le biais de confirmation. Donc ça renforce des croyances préexistantes que je peux avoir. Par exemple, je peux me dire, bah, si on voit moins de femmes au poste de direction, c'est soit parce qu'elles n'ont pas les compétences, soit parce que ça les intéresse pas. Si moi-même j'ai déjà cette croyance-là, en fait, le fait de voir moins de femmes à ces postes-là, ça va renforcer cette confirmation-là, cette croyance-là. Donc, si je me pose pas la question des autres facteurs, en fait, ça va vraiment me renforcer dans cette idée. Donc, important de l'avoir en tête. Et deuxième exemple, ça peut être un biais de similarité. On peut aussi avoir, notamment dans le système de recrutement, de me dire, ben, je vais recruter une personne qui me ressemble et du coup renforcer une disparité en fait dans une équipe. Donc, par exemple, bah, si je suis un homme et qu'il n'y a que des hommes dans l'équipe, je peux avoir tendance à vouloir choisir plutôt un profil masculin et aussi me dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que bah, si je change ça, ça va un peu changer la dynamique et pas forcément envie de prendre de risque. Donc ça, c'était 2 illustrations de biais qu'on voulait vous partager, mais comme je vous l'ai dit, il en existe des centaines. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer de ça déjà en ayant confiance et en acceptant que ben, oui, auparavant, j'ai pu être victime de biais et en fait avoir commis des discriminations. Et
fort probable. Rien que le fait de le partager, c'est un énorme pas, d'en avoir conscience et surtout, bah, faut pas être fataliste par rapport au biais. En faisant de la sensibilisation, notamment des équipes, ça peut vraiment aider en fait à prendre conscience de tout ça et à casser cette dynamique et cette mécanique qu'on a vue juste avant. Mais pour les pistes d'action, on en parlera un peu plus tard avec Marie dans une slide dédiée. Voilà pour les billets. Et donc, ce qu'on voulait évoquer également, c'est que, bah, on l'a vu, c'est une mécanique, il y a plein de choses qui relèvent de la responsabilité individuelle aussi, mais il y a aussi la responsabilité de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur, il a l'obligation d'assurer la sécurité, mais aussi la santé physique et mentale des travailleurs. C'est-à-dire ne pas laisser place à tous ces fertiles qu'on a évoqués, qui donnent lieu à des agressions, des agissements sexistes et du harcèlement, voire pire. Et du coup, si l'employeur ne fait rien, peut voir sa responsabilité engagée si les faits sont avérés. Sachant que la personne qui est auteur ou autrice peut avoir une sanction disciplinaire aussi dans le cas de harcèlement sexuel, par exemple, ou d'agression sexuelle, qui peut aller jusqu'au licenciement. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller forcément dans le détail. Vous imaginez bien qu'en 1 heure de webinaire, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail de toutes les notions. Et on vous a mis quelques références en fait, du code pénal et du code du travail. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet ou après d'en discuter avec Marie et moi, mais en tout cas, il y a énormément de choses en fait qui sont possibles de faire sur le lieu de travail pour enrayer toutes ces situations. On avait eu envie de faire un focus sur les manières dont on peut réagir et agir face à des situations de sexisme et les différents agissements on a pu identifier juste avant. Et pour cela, on a envie de vous proposer aujourd'hui de découvrir la méthode des 5D, euh, qui vient d'un travail entre la Fondation L'Oréal et, Cécile, je veux une lecture précise, C'est la Fondation des femmes et des L'Oréal femmes qui et ont... L'Oréal, qui ont travaillé sur les agissements d'agression dans les rues, euh, le harcèlement de rue. Mais en fait, cette méthode, elle permet appliquée à des situations qu'on peut voir dans le monde du travail, elle fonctionne également très bien. Donc l'idée, c'est de distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Alors, de quoi il retourne? Que ce soit dans des situations où vous êtes témoin ou cible d'un agissement sexiste, par exemple, il y a la possibilité d'agir et de réagir. Euh, Distraire, ça signifie intervenir et changer le sujet de conversation auprès de la personne qui est en train d'agir. Proposer quelque chose à la victime également pour l'extraire de la situation. Donc si vous êtes témoin, euh, c'est vrai que quand on commence à témoigner sur ces sujets-là, il y a un phénomène qui peut arriver de sidération ou de ne pas savoir quoi répondre. Pouvez-vous intervenir pour extraire la personne de la situation en distrayant, parlant d'un autre sujet ou en trouvant un système physique, par exemple, pour passer entre les deux personnes, etc. Déléguer, ça signifie demander de l'aide à une autre personne pour vous aider à intervenir. Dans des situations au travail, ça peut être demander à son ou sa responsable d'agir en expliquant ce qui se passe. Ça peut être un ou une collègue, euh, quelqu'un qui est autour dans des situations où il y a plus de monde. On peut désigner la personne en lui disant vous, la personne avec le costume vert, est-ce que vous pouvez m'aider? Ainsi, la personne se sent visée et peut se mettre en action. Parce qu'on sait que dans des phénomènes de groupe, par exemple, c'est pas évident de sortir du lot. Voilà l'idée. Documenter, il s'agit là de collecter des preuves des faits. Euh,
Ça peut être de la vidéo, une photo, capture d'écran, document, email, qui pourront servir pour montrer ce qui s'est passé. Diriger, c'est-à-dire intervenir directement et confronter l'auteur ou l'autrice si vous vous en sentez en capacité. Et ça, c'est très important. Euh, S'interroger soi-même, savoir si on se sent en capacité de diriger vers la personne qui est en train de créer un agissement sexiste, si la phrase convient, euh, de voir si on se sent en capacité d'agir, parce que fuir est aussi une manière d'agir et c'est complètement OK. Dans certaines situations, il faut vraiment toujours s'interroger sur ce dont on s'en sent capable. Et enfin, dialoguer de la même manière si on s'en sent capable. Euh, Dialoguer avec la victime si vous êtes témoin, pour la rassurer et lui demander si elle a besoin d'aide euh, quand la situation est terminée. Voilà ce qui est proposé, qui sont des éléments en fait qui peuvent nous aider quand on les a en tête, à se rappeler ce qui est possible de faire et qui mettent fin aux situations. Cécile, est-ce Et que tu veux compléter? ouais, de manière générale, en fait, si une personne vient vous voir en disant qu'elle a été victime en fait d'une situation sexiste ou d'harcèlement sexuel, il y a des choses importantes à lui dire, comme ben, tu n'es pas seul. Donc c'est aussi ce qu'on a vu à travers le D de dialoguer. Je te crois. Enfin, ça, c'est hyper important, en fait, de partir du postulat que la victime, elle a une parole légitime. Et après, bah, c'est pas à la personne qui reçoit ça de juger, en fait, de la situation, mais de vraiment pouvoir accueillir la parole. Et aussi, la dernière chose qui est importante dans ces cas-là, c'est de pouvoir lui dire, bah, ce n'est pas ta faute. Parce que souvent, dans cette situation-là, la victime a tendance à se poser la question, ma mère, qu'est-ce que j'ai pu faire pour créer cette situation-là? Mais c'est bien la responsabilité aussi de l'agresseur. Donc, c'est trois choses qui sont importantes et précieuses à dire aux personnes victimes qui peuvent venir vous partager un vécu. Et Est-ce je que précisais aussi que ça marche, ça fonctionne très bien pour les situations où les témoins ou victimes de blagues sexistes qui peuvent paraître anodines, comme on le disait au début, mais quand elles sont vécues, ont un réel impact. Voilà. Dans ce genre de situation, on avait envie aussi qu'on se rappelle ensemble de vers qui on peut se tourner dans le monde du travail. Donc, comme le disait Cécile, déjà ne pas rester seul avec ce qui vient d'être vécu ou vu, et d'en parler à une personne de confiance. Il est important aussi de pouvoir se tourner vers son responsable, ses managers, etc. Euh, les membres de RH aussi ont une responsabilité à ce niveau-là, donc peuvent être interpellés. Les membres du CSE, quand il y a un CSE. Il existe également des entreprises ou des organismes qui mettent en place des plateformes de signalement et tout un système justement de signalement des violences au travail et des situations sexistes. Des référents harcèlement sont de plus en plus nommés dans les entreprises. Donc, il est tout à fait possible de se tourner. Et donc, ce sont des personnes qui ont été formées également et qui sont au courant des différentes procédures qui peuvent être mises en place. Et également, les services de santé au travail sont des interlocuteurs privilégiés, ainsi que la plateforme 3919 qui est ouverte 7 jours sur 7 et où des personnes sont à l'écoute des personnes qui appellent et des situations, que l'on soit témoin ou victime de la même manière. Et après, sur la question des organisations de travail, des entreprises et des employeurs, il y a différentes manières d'aller plus loin. Effectivement, et notamment, c'est aussi notre expertise là dont on va vous parler avec Marie. Donc, pour aller plus loin sur ce sujet, il y a possibilité d'organiser des ateliers, des conférences, on en a parlé. La sensibilisation est vraiment un premier pas qui est très important.
auprès des organisations et des entreprises. De la même manière, la formation aussi peut aider. Alors, formation, ça peut être sur plein de publics différents. Ça peut être auprès des collaborateurs, des collaboratrices, des membres des RH, ça peut être des managers, ça peut être le CODIR, ça peut être vraiment auprès de tout type du public. Ça peut être aussi la mise en place de fresques du sexisme et fresques de la diversité. Donc, c'est des ateliers d'intelligence collective qui permettent de provoquer des prises de conscience en fait sur ces sujets-là et de commencer à établir un dialogue au sein de l'entreprise. Ça peut aussi se traduire par un audit, un diagnostic en disant, OK, j'ai besoin de savoir où on en est, notamment par rapport à la législation aussi. Donc, faire un point de diagnostic ensemble et ensuite de décider du plan d'action à mettre en œuvre pour remédier à des situations si besoin est. Il y a également une possibilité d'avoir recours à du coaching collectif, donc en équipe par exemple, ou ça peut être individuel hein, pour une personne en particulier, ou par exemple un ou une manager. Donc là c'est pareil, hein, c'est ouvrir cet espace de parole qui est indispensable en fait pour parfois crever l'abcès sur certaines situations. Et enfin, la dernière possibilité qu'on vous propose, ça peut être aussi faire un accompagnement vraiment personnalisé pour atteindre les objectifs qui peuvent être fixés ensemble. Ça, Et c'était pour je peux préciser aussi que là, on a beaucoup parlé de ce qui se passe au sein d'équipes, au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation de travail, mais c'est tout à fait transposable et à faire aussi dans les situations de tous les métiers qui sont en contact avec du public. Parce que, évidemment, ce qui se vit dans un espace de travail peut se vivre aussi en lien avec différents types de publics, que ce soit dans le commerce, dans la formation, dans tous les métiers qui peuvent être en lien avec d'autres êtres humains. On peut aussi retrouver ces situations et pour lesquelles on peut également agir. Alors, on en a fini sur la présentation avec notre diapo et les différentes notions que vous voulez aborder avec vous aujourd'hui. On voulait vous proposer un temps de partage. Et comme on est assez peu nombreux, ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter le partage d'écran et qu'on peut rallumer les caméras. Et si vous souhaitez poser des questions, eh bien, vous pouvez le faire soit dans le chat si vous préférez, ou lever la main et prendre la parole et on va y répondre ensemble ou si vous avez envie de partager quelque chose. On lance dans l'arrêt du partage d'écran. ça peut Merci être des de votre aide. questions. Ouais, merci beaucoup. Ça peut être des questions ou des remarques. Enfin, tout commentaire est bienvenu aussi par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, ou même si vous avez en tête des situations vécues sur lesquelles vous avez envie d'échanger, ça peut être le moment. Donc, on vous donne quelques secondes, soit pour lever la main dans Zoom pour nous signifier que vous voulez vous exprimer, soit l'écrire dans le chat. Ah, petit truc, il dit, je ne peux pas allumer ma caméra et mon micro car elle est en travaux. Je recommande vivement la fresque du sexisme et de la diversité animée par Cécilia. Elle a été ma co-animatrice aussi sur ces fresques-là. Merci Natacha, du coup, qui doit nous quitter. Je vois dans le chat. Avant que juste Natacha s'en aille, sauf si elle est déjà partie, on précise qu'on vous enverra des éléments, on vous enverra un mail à la suite de ce webinaire. Christophe, tu voulais Ouais, intervenir? bonjour Marie, bonjour Cécile. Merci beaucoup Bonjour. pour ces éclairages. Voilà, la question qui m'est venue, c'est par rapport à l'audit diagnostic. Quand une structure décide de mettre cet audit diagnostic en place, est-ce que le plus souvent, c'est parce qu'il y a eu des anomalies et c'est une façon pour elle de dire à ceux qui sont fautifs, tenez-vous à carreau? Ou c'est plutôt en mode préventif, tout se passe bien, mais on préfère aller un cran plus loin pour éviter qu'il y ait une anomalie un jour peut-être. En fait, les deux situations peuvent se présenter.
Bien évidemment, il est préférable d'être dans le préventif que dans le curatif, mais c'est pas toujours possible. Et il y a aussi des éléments, par exemple comme l'index égalité professionnelle qui est publié toutes les années au mois de mars, qui permet aux entreprises en fait de vraiment faire un autodiagnostic sur plusieurs critères en fait et d'établir une note jusqu'à 100 et de savoir où elles en sont. Et bien évidemment, il y a des entreprises qui le font déjà par acquis de conscience, j'ai envie de dire, et par conviction, et d'autres qui le font a posteriori. Mais en fait, dans les deux cas, c'est bien de montrer qu'il y a une volonté d'avancer sur ces sujets. Ok, d'accord, merci. Est-ce que vous avez envie d'intervenir, de poser des questions, de nous faire un retour? Il y a plusieurs personnes qui ont dû partir. Vous avez parlé de plateforme de signalement. Est-ce un dispositif obligatoire pour toute entreprise? En fait, c'est ce qu'on disait, ça fait partie des responsabilités de l'entreprise. En fait, dans le cas où il y a déjà eu un cas de harcèlement avéré, en fait, ça fait partie de la responsabilité de l'entreprise de mettre en place une plateforme de signalement. Mais encore une fois, là, c'est plus une fois que le cas est intervenu que ça devient obligatoire. Bien évidemment, après, il y a des entreprises qui peuvent le mettre en place en amont. Euh, mais oui, c'est préférable quand même d'avoir un espace où les personnes se sentent libres de déposer un cas particulier qui est deux salariés ou 2000. En fait, parce que, comme on l'a vu, ça peut se présenter dans tous les contextes et dans tous les cas. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément d'employés pour que les situations, en fait, naissent. Ça répond à ta question, Nathalie. Oui. Avez-vous d'autres réactions, questions, envie de partage? Je vais Ou encore des choses. partager. Vas-y. Vas-y. Ce qui m'a poussé à m'inscrire à ce webinaire, c'est le post qu'avait diffusé Marie, où je me suis dit, quand Marie, tu as cité un exemple, je dis, mince, là j'aurais pu me faire avoir. Sur ce côté, c'était la phrase, l'exemple, c'était, On a euh, bien fait d'embaucher Juliette. c'était, tiens, on va mettre une femme dans cette équipe, ça va un peu équilibrer les énergies ou quelque chose comme ça. Enfin, ça va, Mhm. voilà. Plutôt là que l'inverse, on va pas mettre de femmes parce qu'il y a que des hommes, c'est très bien comme ça. C'est plutôt l'inverse. Et moi, j'aurais été tenté de dire, bah ouais, s'il y a une équipe que de bonhommes, de dire, bah mettons un peu d'énergie féminine dedans pour rééquilibrer. Mais du coup, je me suis dit, bah, peut-être que ça pourrait être pris comme du sexisme, le fait de dire, bah, si c'est pas équilibré, et que je fais de la discrimination positive en mettant une femme forcément en plus dans l'équipe, eh bien, pour moi, ce serait une bonne chose, mais finalement, ça peut être pris comme du sexisme. Et ça m'a vachement interrogé. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais explorer. Vas-y, Marie. Oui, alors en fait, cet exemple est très fréquent. Et le problème surtout qui apparaît, c'est que on se base sur le sexe de la personne, le fait que ce soit une femme, plutôt que sur les compétences déjà. Et que, comme on le montrait dans la mécanique, c'est que en faisant ça, même en pensant bien faire, on alimente en fait le système. Donc la question, c'est de voir à quels endroits et pourquoi on recrute. Est-ce que ce sont des questions de compétences ou est-ce que c'est une question de la personne là qui est une femme? Et également, en disant ça, c'était pas innocent. L'exemple, c'est je vais embaucher une femme et ça va apaiser l'équipe. Et ça veut dire qu'on attribue à cette personne des façons de faire, d'être par exemple douce, attentive, à l'écoute au genre féminin. Et donc là aussi, on continue d'alimenter un système où on essentialise comme la femme pour, en fait, au lieu de s'occuper de ses compétences. Est-ce que Cécile, tu veux rajouter quelque chose?
En fait, je pense qu'il y a différentes composantes. Effectivement, il y a ce que tu viens de dire, Marie, qui est important. C'est est-ce que j'ai recruté, je crois que c'était l'exemple que tu disais, bah, on a bien fait d'embaucher Juliette parce qu'elle apportera un peu de douceur dans l'équipe. Donc, effectivement, ce qualificatif de bah, les femmes sont douces, donc ça revient à un stéréotype, etc. Mais ça peut être aussi un cas de quota. Donc, tu parlais de discrimination positive, bah, ça peut être aussi dans ce cas-là. Mais si c'est ce cas-là qui te présente, c'est aussi de bien se mettre d'accord que effectivement c'est par rapport à des compétences équivalentes et pas forcément à se dire bah, je vais embaucher une femme parce que déjà je suis obligée et en plus bah, elle va être plus douce donc c'est cool. Donc il y a vraiment ces deux composantes-là aussi qui sont importantes et de bien remettre à plat aussi le niveau de compétences entre les hommes et les femmes là-dessus et d'essayer de balayer. Alors, on l'a vu, c'est pas facile, hein, c'est bien ancré, mais voilà, tous les attributs en fait qui peuvent être attribués soit à un homme ou une femme dans certains postes euh, déjà déterminés en fait. Que non, toutes les femmes ne sont pas forcément douces et à l'écoute et ne vont pas forcément apaiser une équipe en fait qui est plus masculine. Et inversement, des hommes peuvent mettre de la douceur et de la rondeur dans une équipe. Exactement. Mais effectivement, moi, quand je disais ça, c'était plus en imaginant de la discrimination positive, mais à compétence égale. Et Mhm. pas Oui. pour intégrer une femme juste parce que c'est une femme et même si elle a moins de compétences. Voilà. Mais c'était, quitte à choisir entre deux, autant mettre équilibré au niveau des genres l'équipe. Mais En Oui, fait, effectivement, mais en tout du cas, coup, tu j'ai le fais senti qu'il pouvait y pas. avoir un dérapage de ma part à un moment là-dessus et c'était intéressant de constater. Du coup, c'est bravo de l'avoir identifié parce que c'est le premier pas vers, vers autre chose, vers un autre chemin. Il y avait d'autres. y a-t-il d'autres remarques, questions, échos que vous pouvez nous faire? Et si, oui, Tiffaine. Euh, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Que j'ai trouvé ça bien moi-même travaillant sur le sujet, que la présentation était claire et que c'est toujours bien d'avoir des webinaires pour faire ce travail justement d'information sur le sujet. Merci beaucoup à vous deux. Ben, merci pour votre... Stéphane, s'il n'y a pas d'autres retours, on voudrait juste vous demander une dernière chose avec Marie. Oui, C'est avec quoi vous repartez et c'est quoi le prochain petit pas que vous pourriez mettre en place du coup suite à ce webinaire par rapport au sexisme. Alors vous pouvez soit intervenir à l'oral, soit le faire dans le chat si vous préférez, bien évidemment. Moi, le prochain petit pas, c'est déjà de bien mettre en tête les 5D, là, parce que c'est vachement intéressant. Et du coup, ça va me permettre d'être plus attentif et de regarder plus autour de moi ce qui se passe. Parce que j'ai jamais, en fait, vraiment vécu de confrontation dans ce genre de situation. Donc, je sais pas comment je me comporterais si je voyais des choses de harcèlement, de situation de harcèlement. Et l'autre question, c'était quoi le prochain petit pas? Et avec Avec quoi quoi tu tu repars? repars? bah avec ouais, la vigilance permanente, maintenant, de me dire, OK, quand je dis un truc, sans être paranoïaque non plus, mais j'essaie d'être indulgent avec moi-même de par ma culture et du fait que j'ai été éduqué d'une certaine façon. J'essaie de changer, d'être vigilant quand je dis un truc, est-ce que je le dis, pourquoi je le dis, est-ce que c'est vraiment pour des raisons, est-ce qu'il n'y a pas une déviance, quoi? C'est le fameux biais cognitif. Donc, je suis Hmm. très vigilant à ça. Mhm. Et sur les biais, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a les travaux de Daniel Kahneman qui sont la base en fait de cette réflexion, notamment le livre Système 1, Système 2, qui décortique tout ce fonctionnement et qui permet d'avoir un bon éclairage sur le fonctionnement de nos biais. Moi, je vais intervenir. Donc, Claire, moi, je trouve que c'était une bonne information. Pour moi, ça permet de recentrer le sujet, de réexpliquer le sujet. Effectivement, la partie des biais cognitifs est très intéressante. Et après, le prochain pas, moi, j'aimerais bien déployer la fresque
auprès de la population RH. Voilà. Merci. Je vais lire ce que, enfin, vous l'avez peut-être vu, mais donc Nathalie, j'ai trouvé très intéressante la spirale ou cercle vicieux qui montre bien comment les paroles échangées ainsi que les choses que l'on se raconte viennent d'alimenter. Merci. Et nous avons regardé votre webinaire à plusieurs personnes et mon prochain petit pas sera de provoquer un échange avec davantage de personnes encore. Merci Nathalie. Parfait. Merci. Déployer du coup la sensibilisation autour de toi. C'est génial. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Et qui donne Alors, Kitri qui laisser doit s'en aller. continuer du coup avec son prochain petit pas, c'est de continuer le long travail de pédagogie pour aller vers plus d'égalité et elle repart avec une bonne énergie. Merci beaucoup. Oui. Eh ben, un grand merci pour votre écoute, pour ce que vous avez pu partager, les questions. On vous laisse nos coordonnées et, et voilà, et je lis en même temps le chat. Cécile, pourrais-tu écrire ici le nom de la personne que tu viens de citer? Ah oui, Daniel. Kahneman. Alors j'ai un doute sur le H, il y a un H en milieu, mais c'est ça quoi. En gros. Ça s'écrit comment? Je le mets dans le chat, t'inquiète pas. Hop. Et on pourra vous partager euh, dans un email avec des ressources après le webinaire. Merci à vous pour votre participation. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous et j'espère à bientôt pour un prochaine session ou un prochain webinaire. Merci à vous. On Un va grand faire le merci à test. Merci. tous les deux. Merci Merci. beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée, Au au revoir. revoir. Au revoir. Je coupe. Alors, j'arrête l'enregistrement.